Salut Nono. Salut Brian et bonjour à l'archipel. Oh, du premier coup, bien joué. Nono, il y a eu beaucoup de messages encore, on remerciera jamais assez parce qu'apparemment on t'appelle quand même de pas mal d'endroits, même si on avait dit aux gens que fallait pas trop t'appeler parce que tu as quand même tout à gérer. Aujourd'hui, ça va être une des vidéos les plus importantes pour les personnes avec des revenus faibles, surtout en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va présenter aux gens? Alors l'idée aujourd'hui, c'est qu'on est à l'archipel chez Brian, sur son lieu, et on va prélever des matières autour de nous pour pouvoir réaliser le chantier chez Brian avec une grande partie de ce qu'on aura prélevé sur le terrain. Plus on en prélève, je présume, moins on aura dépensé. Alors encore une fois, on va faire attention, on va prélever du bois, mais le but c'est pas de raser la forêt à Brian pour ça, mais c'est de mettre en valeur certains arbres et de prélever des arbres pour les colombages, les futurs colombages de la maison de Brian. Tu vas nous présenter un petit peu parce que tu as aussi l'œil apparemment sur les arbres pour nous dire ceux qui vont servir et c'est ça qu'on va présenter aux gens. On va essayer de vous expliquer comment prélever sur les arbres, voir des arbres qui ne grandiront pas et mettre surtout en valeur ceux qu'on va garder pour qu'ils puissent devenir des arbres de garde, comme on appelle, des arbres qui vont continuer pendant de longues années à grandir et à valoriser leur bois. Tu avais dit les colonels. Voilà, les colonels ou les patriarches ou les matriarches. On a devant nous des arbres trop rapprochés, des arbres où la canopée, donc la partie qui est au-dessus, se retrouve en concurrence avec les autres. On le voit bien par exemple sur celui qui est là-haut, là. On voit bien qu'il pousse que d'un côté de l'arbre. Parce que de l'autre côté, il ne peut pas se développer normalement, parce qu'à côté, le jeune le gêne. Tu vois le boulot, en parlant de ça, tu as vu, il est mort lui parce qu'il se faisait concurrence. On le voit bien là. Alors le boulot, c'est pas des bois de garde, c'est des bois qui... c'est plus du bois de taillis. On voit rarement des grands bouleaux, ça existe, mais la plupart du temps, c'est du bois qui périclite vite. C'est le premier qui arrive et qui fait de l'ombre avec. Alors voilà, il arrive, il est dans le taillis, mais aujourd'hui, il va vite disparaître par rapport aux chênes qui vont prendre le dessus sur lui. Face à nous, par exemple, on a une matte qui est très intéressante parce que on est dans un gabarit d'un bois qui est bien droit, mais au milieu de la forêt, il va se retrouver en concurrence avec les autres. Donc on va essayer de prélever dans la forêt pour valoriser des arbres. Donc celui-là, il est très intéressant, il est de bon gabarit. Donc on cherche des arbres qui sont entre 12 et 20 cm pour pouvoir prélever les montants de colombage. Donc dans l'histoire, on revient au Moyen-Âge et à l'époque où cette technique a été démocratisée énormément, les gens, le peuple, n'avaient qu'accès à des petits arbres comme ça. Tous les gros arbres, comme on voit derrière les grands chênes qu'on voit au bout, servaient à la marine et servaient aux constructions des châteaux et du autres. Donc le peuple, le petit peuple, avait que des petits arbres, des petites repousses qui servaient à produire les colombages. Ah, plus c'est grand, moins bien c'est alors? Non, parce qu'en plus ces bois-là, encore une fois, dès qu'ils devenaient une certaine taille, eh ben, on n'avait plus le droit de les couper. Parce qu'ils étaient au Seigneur, ils étaient à l'église, ils étaient à l'État. Pour faire la guerre ou surtout pour la marine, parce que pendant des années, les beaux chênes servaient à la marine royale. Pour les mâts? Voilà, pour les mâts et toutes les pièces de charpente, toutes les coques, toute l'ossature de la coque des bateaux était faite en chêne. Donc les anciens, les compagnons, ils partaient dans la forêt avec des gabarits qu'ils avaient et ils allaient se balader et ils cherchaient en regardant tous les troncs pour trouver la bonne courbe qui allait bien pour la quille de bateau. Donc ils venaient prélever directement dans la forêt les morceaux de bois qu'ils avaient avec des gabarits. Et après ça partait à l'atelier et c'était façonné, équarri et compagnie. Et ça, tu as été formé là-dessus ou c'est toi qui t'es... J'ai été formé, oui, j'ai eu dans le parcours que j'ai eu, j'ai travaillé aussi dans la forêt et avec mon frère au début de la confrérie, on allait prélever directement des bois chez des propriétaires. Donc on partait en forêt, on sélectionnait des bois qui étaient des bois courbes, des bois de pente, parce que l'arbre naturellement il veut toujours se redresser dans sa verticale. Et on prélevait ce genre de bois courbe pour pouvoir faire des colombages, des charpentes, avec des bois, je dirais, des bois qui ne sont pas des bois de scierie. Donc en fait, un bois droit n'est pas spécialement un bois important pour la construction. Tu as l'air de me dire que les formes peuvent être sympas et peuvent aider aussi. Ben justement, pour les quilles de bateau et compagnie, il n'y avait quasiment pas de bois droit. Donc on utilisait surtout la courbe naturelle. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que
la dureté d'un bois, c'est lié à sa fibre. Donc, quand on prend un bois scié, qu'on aura scié une planche, et on va couper un cintre dedans, on va venir couper la fibre. Donc on va affaiblir la résistance du bois. L'intérêt d'utiliser des bois ronds comme celui-là, c'est qu'on ne va pas couper la fibre du bois. Donc premièrement, si on ne donne pas un coup de scie dans le bois, on n'aura quasiment pas de déformation naturelle. Et au niveau solidité, de garder l'intégrité du bois permet que les bois sont extrêmement solides. Donc tout l'intérêt de prélever des bois ronds, qu'on va équarrir de face pour permettre d'avoir un colombage, c'est de garder le maximum de l'intégrité du bois. D'accord. Et dis-moi, ça fallait qu'on en parle, c'est le dernier moment, donc on est début mars, c'est le dernier moment pour couper, tu me disais. Voilà, donc dans le processus des lunes, l'hiver, à l'automne, les bois, pour se protéger du gel, donc tous les feuillus, grâce à l'évolution, ont trouvé une technique pour se protéger de l'hiver et ils font redescendre, on appelle la descente de sève, où une grande partie de la sève de l'arbre va descendre et se protéger dans la terre. Donc pour passer les hivers rigoureux, l'évolution, les arbres ont adopté des techniques de survie pour permettre de continuer à résister à des hivers extrêmement rigoureux. Donc si j'ai bien compris, il faut les couper avant que la sève soit remontée. Alors dans le processus, du moment que la sève est redescendue, on a un bois qui est quasiment hors sève. Donc je reviens à ce que j'avais dit la dernière fois, les animaux vont dans le bois parce qu'il y a à manger. Si maintenant une grande partie de la sève est sortie, les animaux ont beaucoup moins d'intérêt à rentrer dans le bois. Après, la deuxième chose que vous voyez, c'est que l'arbre il perd ses feuilles et les feuilles font une isolation pour protéger les racines. Donc encore une fois, la nature elle est très bien faite, elle est hyper cohérente. Donc l'arbre il descend la sève, les feuilles tombent et tout ça crée un tapis de protection pour les gelées hivernales. Là on peut voir que les chênes, ils n'ont pas encore bourgeonné, c'est le dernier moment, normalement on est tout petit peu en retard, c'est le dernier moment pour abattre du bois. Voilà. D'accord, on est un chouïa en retard mais c'est encore le bon moment. Nono, combien tu penses qu'il y a de mètres carrés de colombage à faire en bois et combien ça représente de bois? Est-ce que ça tu sais? Alors justement, tout l'intérêt du colombage, c'est qu'on va créer une ossature. Donc les gens connaissent très bien l'ossature bois, mais l'origine de l'ossature bois, c'était le colombage. Donc on remonte à un temps où les gens n'avaient les ressources, elles étaient limitées et surtout le coût du transport de matière était totalement exubérant. Donc on voit bien que dans certains cas, des bâtisses de maîtres ou d'autres, on allait prélever dans des carrières loin, mais encore une fois, ça réservait aux bâtiments royaux et des gens qui avaient extrêmement d'argent. Donc le peuple construisait simplement. Donc il prélevait des bois, il créait un colombage, et on va le voir. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut utiliser des bois courbes, on peut utiliser des bois dans leur quasi-intégrité. Donc pour un colombage comme chez Brian, pour faire le tour de la maison, on pourrait l'estimer en cubage, mais aujourd'hui on va essayer de prélever et en même temps prélever et valoriser les arbres de la forêt de Brian. Donc, ce que vous devez aussi comprendre, c'est que la canopée d'un arbre, la partie aérienne de l'arbre, on a l'équivalent au sol au niveau racinaire. Donc les arbres se font concurrence avec la photosynthèse au niveau de la canopée, mais ils se font aussi concurrence par rapport aux nutriments qu'il y a dans le sol et la partie eau. Donc dans le cadre ici, si on regarde tous ces arbres, une grande partie des jeunes arbres qu'on voit, ils sont en train de se faire concurrence et la plupart vont mourir peu à peu. Comme on voit le petit arbre qu'il y a derrière là-bas, lui il est déjà en train de mourir parce qu'il n'a pas suffisamment de lumière et que les gros arbres qu'il y a autour de lui vont lui prendre toute l'eau. Alors pour faire un choix de bois et pour prélever du bois, c'est quand même bien déjà de regarder tout autour de nous et de voir des arbres qu'on pourrait garder. Donc est-ce qu'on a un exemple? Ici on a un arbre de bordure qui lui... Excuse-moi, celui... Alors celui-là, l'arbre qui est de bordure, okay, qui lui est en gros, on pourrait garder parce qu'il est au bord du terrain. Celui-là et tous les autres qui sont aux alentours,
si on choisit de garder un arbre, on doit lui laisser la place pour qu'il puisse continuer à évoluer. Donc, moi, dans le cadre où on va prélever aujourd'hui avec le forestier qui est là avec nous, ouais, je crois qu'Olive, on va le présenter quand même. Olivier, Brian. je tiens vraiment à te remercier parce que c'est grâce à toi qu'il y a eu la présentation avec Nono. Tu viens aussi nous donner un petit coup de main. Tu fais partie de la confrérie? Oui, voilà, un confrère. Il a eu un parcours chez nous il y a quelques années où il était en formation à Batipôle sur la technique terre, paille et tout ça. Et il est venu en stage faire ses stages à la confrérie. Donc quand on sort de là, est-ce qu'après on est autonome ou? Tu bricoles. Tu bricoles. Voilà, tu bricoles. Est-ce que j'ai le droit de parler du fait que depuis que tu as eu cette formation, là, ça y est, tu t'es lancé? Moi, je suis autodidacte. Je bricole partout. Je fais plein de chantiers dans différents domaines. Donc, l'éco-construction, c'est une petite partie de ce que je fais. Parce que j'aime bien mettre la main à la pâte un peu partout. Donc, voilà. Et tu as besoin d'un coup de main aussi sur le chantier ou ça va? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Moi, je suis plutôt le bourrogne à bosser seul dans mon coin. Ah ouais? Ouais. Bah, bravo. Ah, c'est les montagnards, ils vivent de la montagne. Voilà. On va monter un petit chalet, c'est pas non plus une cathédrale, donc je fais ça avec ma doudou, tranquille. Ouais, mais fais gaffe que Nono vienne pas et te dire alors là, tu vois, là, tu mets du bout à l'eau. Non, mais quand il y a besoin d'un petit coup de main, bon, Voilà. c'est chic y aller, mais. Et Olive, il m'a appelé il y a un petit moment parce qu'il venait d'acheter un terrain avec sa chérie. Et ils avaient des petits budgets. Et donc on a tous le même problème. Le nerf de la guerre, c'est l'argent et la construction coûte cher. Donc ils sont sur un terrain où ils ont aussi des arbres. Donc moi j'avais conseillé à Olive pour permettre une construction économique et écologique de prélever dans sa forêt et de valoriser le patrimoine qu'il avait sur son terrain. Tu as beaucoup d'arbres, beaucoup? J'en ai quelques-uns, ouais. J'ai à peu près 6-7 000 m² des Sitka, c'est des épicéas bleus. C'est des épicéas qui sont originaires d'Alaska, qu'on voit pour faire les maisons en fuse, tout ça, quoi. Donc c'est des très grands arbres droits, avec des bons diamètres. Et c'est une essence qui est très intéressante parce qu'elle pousse doucement et elle est adaptée au climat de montagne. On se retrouve encore une fois, l'épicéa bleu comme il est valable pour le haut de la montagne noire qu'on voit derrière. Mais ici dans la plaine, je l'avais dit la dernière fois, plus l'arbre est proche de son origine d'extraction, plus il est adapté à l'hydrométrie, au soleil, adapté à l'endroit où on construit. Donc c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'avoir... C'est logique de prélever des arbres. L'énergie grise, on parle souvent de bilan carbone, ben là c'est vraiment... On prend les arbres, on fait 50 mètres, la maison sera là, donc il n'y a pas de transport, je fais tout sur place. Je m'évite une scie mobile, j'ai acheté une gruminette pour pouvoir débiter sur place. Petit à petit, de toute façon, on voit par rapport à ce qui se passe. C'est pour ça que je pense que ce genre de vidéo va sûrement mettre, comme tu disais, Nono, des petites graines dans la tête des gens. Il y a un moment où on n'aura pas le choix, donc c'est quand même bien de voir qu'il y en a qui savent faire et qui le partagent, parce qu'on a l'impression que c'est réservé qu'aux industriels. Alors, pas qu'aux industriels, ça veut dire qu'il y a les érudits, les gens qui ont la connaissance et tout ça. Et encore une fois, c'est des techniques qui étaient extrêmement démocratisées, qui se sont peu à peu oubliées pour laisser place à une industrialisation du bâtiment. Donc les industriels n'ont aucun intérêt au fait que les gens commencent à se réapprovisionner directement, réapproprier et réapprovisionner directement dans leur environnement. Mais réapprovisionner, ça veut dire, dans ta logique, ça veut dire qu'il faut aussi savoir gérer son lieu. Comment on fait pour gérer ces arbres? C'est t'en coupes un, t'en replantes, Alors, dans le cadre de chez Brian ici, Brian il aimerait bien planter un verger et avoir un peu plus de place pour pouvoir continuer à développer la plantation d'arbres pour se nourrir et autres. Donc, la place est limitée. Il y a beaucoup d'arbres ici qui vont mourir naturellement de leur propre mort. Mais l'intérêt, c'est que si maintenant on prélève ce qu'on a besoin pour faire le colombage et qu'on valorise les quelques arbres qu'on veut laisser, on est dans une cohérence de durabilité. Donc Brian, il ne va pas enlever tout le bois. D'ici quelques années, d'ici une dizaine d'années, il pourra peut-être continuer à prélever sur son terrain quelques spécimens et surtout valoriser d'autres essences. Parce que là, dans la petite forêt où on est, on a
le bouleau qu'on a vu tout à l'heure. Là en face, on a un frêne qui lui est en train de pousser au milieu des chênes. Mais vu la canopée qu'on a au-dessus, on voit bien que même lui, il ne va pas pouvoir se développer. Donc heureusement pour moi, mais malheureusement pour lui, il risque d'y passer. Le chêne pousse très doucement. Le frêne pousse très rapidement. Donc c'est un bois qui est très intéressant, mais qu'on ne peut pas utiliser à l'extérieur. Donc très intéressant le frêne à l'intérieur. Ok, comme le bouleau, tu me disais. Alors le bouleau, c'est un bois faible en densité, il est très blanc, il est très joli. On pourrait presque faire du lambris il serait proche du peuplier. Ah, ouais, voilà. T'en as déjà pas mal. Le frêne, lui, il est très intéressant parce tous les anciens faisaient les manches en frêne. Parce que si on fait des manches de hache ou de pioche avec du chêne, au niveau de sa densité et tout, il n'amortit pas les vibrations. Il est trop dur. Donc j'avais parlé du peuplier qui peut plier. Le frêne, lui, il est hyper intéressant parce qu'il a un flex qui est bien, mais il est beaucoup plus dense que le peuplier. En France, on a beaucoup d'essences d'arbres et la plupart, encore une fois, ont été oubliées ou remplacées par des sylvicultures de pins ou de sapins qui poussent beaucoup plus vite et qui rentrent dans le cadre de l'industrie et de la vente. Donc on a oublié, pas oublié parce qu'il y a encore des gens qui travaillent avec ces bois-là, mais tous ces bois ont été abandonnés au profit de bois résineux qu'on retrouve partout autour de chez nous, dans les lambris, dans les carderons, dans les meubles Ikea. Si vous regardez, vous voyez, c'est du peignage. Donc c'est un collage avec un peigne pour assembler des petits bouts de bois. Regardez, ici, c'est des pousses qu'on repoussait et tout ça, et déjà on voit qu'il s'est partagé en deux au départ du tronc, et cet arbre, il a une faiblesse au niveau de la fente qu'on voit ici, et à partir de là, dans les années qui suivent, l'eau va s'infiltrer, et c'est un bois qui va mourir naturellement parce que cette fente qu'on voit là va en fait finir de laisser rentrer des champignons qui vont finir de tuer l'arbre. Donc pour toi, autant en profiter tant qu'il est vivant. Donc en fait cet arbre il est vivant. Là on peut prélever sur la partie haute des morceaux de colombage qui sont intéressantes. Et en même temps on va continuer à valoriser autour d'autres bois qui permettraient de... On prend l'exemple derrière, on a un pin parasol qui lui est carrément asphyxié par tous les autres, mais qui est une pousse franche et qui est intéressante. Là maintenant, si on enlève les arbres qui sont autour, on va se retrouver avec un très beau pin parasol qui lui va être vraiment un colonel. Et surtout qu'il laisse quand même passer un petit peu de soleil. Alors c'est bien d'avoir un biotope un peu équilibré au lieu d'avoir... Ici on a une grosse densité de chênes, on a quelques pins parasols, derrière on a un tilleul qui lui mérite réellement aussi de pouvoir être dégagé et comme ça pouvoir faire un très bel arbre en sachant que c'est le seul tilleul qu'il y a sur la propriété. Et puis il a les pieds dans l'eau. Hein. Donc il a les pieds dans l'eau et tous les petits arbres qu'on a autour, dont celui-là, on le voit, celui-là il est déjà en train de mourir. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que l'arbre, ce petit, il est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve totalement asphyxié par les autres autour et on voit bien qu'il est déjà en train de se dégrader. Encore une fois, on revenait à l'histoire, c'est que si maintenant on garde des arbres, c'est dans le but que Brian, ses petits-enfants, pourront prélever des chênes de bonne qualité. Ah, ça on verra bien, ça c'est la vie qui nous le dira. Hein. En tout cas, l'intérêt c'est que si on garde quelques arbres, on va garder des arbres sains, des arbres pas comme l'arbre qu'on a vu à côté qui lui finira quand même par mourir, pour permettre de faire du bois de garde. Donc c'est du bois qui va servir dans 1 ou 2 générations. Et cette fois-ci, ça sera des grosses planches de chêne où il pourra servir à des charpentes et tout ça. Mais là, on est dans un état où la forêt, elle doit être gérée. On doit gérer un minimum. Et nous, notre intérêt, c'est de prélever tous ces petits arbres qu'on va transformer en colombage. Voilà, donc on a... Tous ces arbres sont, pour moi, de la bonne taille. Ils sont idéaux pour fabriquer des colombages avec. Et je pense que cette forêt, elle n'a pas été plantée. J'avais parlé avec les anciens propriétaires. C'est arrivé spontanément. Alors là, c'est des repousses. Ça, on appelle ça une matte. Donc dès qu'il y a plusieurs pieds réunis, il y a une pousse en matte, donc plusieurs mattes. En général, où on va garder
celui qui nous plaît le plus. En l'occurrence, si je regarde les 4 arbres qu'il y a ici, si on devait garder quelqu'un, ce serait celui-là. Ok. Voilà. Et si on veut ici, d'ici 50 ans, ça sera un arbre magnifique. Par contre, il ne pourra pas grandir, il va rester nanifié si on ne dégage pas autour. Parce que là, il y a une concurrence au niveau de la canopée. Nono, imaginons on plante des arbres fruitiers. Est-ce que toi qui as travaillé pas mal de bois, tu peux nous dire des arbres fruitiers? Est-ce que le pommier, le cerisier? Alors, encore une fois, les anciens ils disaient les arbres à noyaux vont dans une terre et les arbres à pépins vont dans une autre. Donc chez les fruitiers, il y a ceux qui ont les noyaux, la pêche, la prune, tout ça, et il y a ceux qui ont les pépins. Et c'est quoi mais pour le bois d'œuvre, est-ce que c'est... Alors, les fruitiers, ce ne sont pas du bois d'œuvre. D'accord. Donc, le bois d'œuvre, ce qu'on parle de bois d'œuvre, c'est qu'on va l'ouvrager dans la construction ou dans l'aménagement. Donc, nous, en charpente, on se base sur des bois, le Douglas maintenant, mais avant, c'était le châtaignier et le chêne. D'accord. Parce que c'était des bois qui avaient une densité suffisante pour les charpentes. Par exemple, on n'a pas de charpente en frêne. En tout cas, j'en ai jamais vu. Ouais, puis tu as dû en voir quelques-unes, quoi. Le frêne, lui, il servait aux escaliers, il servait à l'intérieur des maisons. Donc les bois qu'on utilisait chez les ébénistes et les menuisiers sont hyper intéressants. C'est le hêtre, le frêne, l'ormeau. Le merisier, j'ai déjà entendu. Le merisier, c'est magnifique. On a un couleur saumon avec des veinages très 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 jolis. Le mélèze. Alors le mélèze, lui, il est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est un bois entre les deux. L'intérêt du mélèze et du cèdre, c'est qu'il a une odeur extrêmement forte. Et tous les anciens faisaient les fonds de placard et les étagères des placards avec le mélèze et le cèdre. Parce qu'en fait, il éloignait les mites. Donc les anciens avaient toujours une cohérence. Pour eux, une forêt comme celle-là, c'est un patrimoine qu'on valorise. Donc l'idée aujourd'hui qu'on va faire chez Brian, c'est venir prélever certains arbres, valoriser d'autres arbres. On va utiliser les petits bois de colombage qu'on va à peine équarrir de face. D'accord. Pourquoi à peine, excuse-moi? Pourquoi pas? Parce qu'en réalité, on a juste besoin d'avoir 2 faces à peu près plates pour nous permettre d'avoir le colombage et d'avoir une épaisseur standard. Donc disons que si on part sur ces arbres qu'on a aujourd'hui, on va essayer de faire un colombage qui tourne à 12 cm à peu près. Ok, ça c'est bon ça. Et tout l'intérêt de ce genre de technique, c'est qu'on n'a pas besoin de mécanisation. On pourrait très bien le faire à la main, on montrera tout à l'heure avec la plane, les outils anciens pour enlever l'écorce des arbres, et on aurait pu équarrir à l'herminette ou à la hache et équarrir et avoir des bois qui ne demandent pas de machine. C'est d'où l'intérêt d'avoir du petit bois, il n'y a pas... Encore une fois, parce que c'est du bois qui ne passera pas à la scierie. Donc c'est pas du bois. Aujourd'hui, tous ces bois-là ne sont pas valorisés. Et valorisable? Alors nous, on va montrer que c'est de l'or en barre. Parce que on va partir d'une matière, on va valoriser un espace de forêt et en plus on va le transformer en quelque chose qui a de la valeur. Est-ce qu'en parlant de valeur, on va voir d'autres matières, les pierres récupérées, tu m'avais dit, Brian, t'en as plein ici, nous expliquer pourquoi ces pierres, tu m'avais expliqué l'histoire de la montagne noire, ça c'était passionnant, et les genêts, on va voir un petit peu là, comme ça, on filme en même temps. Alors là on a parlé du bois et des troncs d'arbres qu'on montrera tout à l'heure, on va les couper et les mettre en œuvre. Alors sur le terrain à Brian, il y a beaucoup de genêts qui poussent, et le genêt il est intéressant, parce qu'il est entre les deux. Il est entre le buisson et l'arbre. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on va utiliser la fibre du genêt pour remplacer le chanvre et l'intégrer dans le remplissage du colombage. Donc je recadre. On va créer une ossature qu'on va plaquer sur les murs en béton de Brian pour créer une masse thermique pour augmenter l'isolation de la maison à Brian. Par l'extérieur. Et après, on fera un enduit à l'intérieur, un enduit chaud-chambre pour créer une dynamique. Donc la première étape chez Brian, la maison est construite en parpaing. Donc il y a un gros problème de masse thermique.
Tu étais content quand tu as vu ça, tu as dit ça représente peut-être 90, je sais pas, un pourcentage élevé de gens qui ont ça, et tu veux montrer qu'avec ce qu'on prélève, on peut, je vais pas dire sauver, mais améliorer le confort d'une maison. Là, imaginez les anciennes maisons, les murs, le minimum de la taille des murs, c'était 40 à 50 cm. Donc en fait, au niveau thermique dynamique, ils sont pas très intéressants. Par contre, ils isolent vraiment. Donc ça veut dire un mur en pierre qui prend le soleil toute la journée et qui a 50 cm, il n'y aura pas de déphasage. Donc on crée vraiment une masse thermique pour augmenter la résistance thermique au niveau des intempéries de la maison de Brian. Donc l'idée là, en tout cas ici, c'est de vous montrer qu'on peut très bien faire avec ce qu'on a autour de chez nous et utiliser, pas tout, mais presque tout. Et tu me disais, le Genet, est-ce que c'est en rapport, et là comme ça je renvoie les gens à la première vidéo, quand tu étais parti aux États-Unis, tu as retrouvé des poils d'animaux, est-ce que ça a un peu la même... Alors les poils d'animaux qu'il y avait dans le latiplâtre, c'était pour fibrer le plâtre. Là aujourd'hui on va être vraiment dans un torchis. Ah, en torchis, ok. Donc chez Brian, il a une terre argileuse, on va faire un petit tour, on va vous montrer qu'il a une super argile. Dans son argile, c'est rempli de galets de quartz. Donc ce qui est intéressant, c'est que au lieu d'amener de la matière chez Brian, on va déjà essayer de mettre en valeur tout ce qu'on a. Donc là, on vient de voir les chaînes qui vont servir au colombage. On a une matière de remplissage qui est le genet, qui est hyper souple et qui est hyper intéressant parce que ça nous crée une fibre. On va remplacer le torchis paille ou le torchis chanvre avec la plante qui pousse partout autour de nous. Et sur les causses, le genet, on en trouve partout. Alors le genet, mais ça peut être la paille de lavande, ça peut être l'ortie, pas la feuille d'ortie, mais la tige d'ortie, ça peut être la fougère. Pour les gens qui vivent dans les terres acides ou sur les petites zones de montagne, on a beaucoup de fougères. La fougère est très intéressante. Donc on va prélever une fibre végétale. Donc encore une fois, on est dans un principe de stocker le carbone. Donc le bois, le carbone qui était dans l'arbre, on va le stocker. On va stocker de la fibre naturelle qui est aussi du carbone qui ne sera plus disponible. Et on va utiliser comme liant, comme matière de base, la terre de Brian. Et il n'y a pas de chaux? On va additionner avec un tout petit peu de chaux et de la brique pilée que j'ai amenée. Donc j'ai amené des déchets de toiture qu'on est en train de concasser pour l'intégrer au mélange et créer la carbonatation de la matière que j'ai déjà répété en amenant cet agent dedans. Génial. Écoute, de voir tout ça, tu passes devant tout le temps, limite, on me l'a dit plusieurs fois, c'est envahissant, il va se faire envahir, ça lui servira à rien. Tu es en train de me dire, donc il y a de la matière à prélever. Et quand je faisais des trous, j'en avais marre de trouver des cailloux, on va aller les voir, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, vas-y, on va passer par ici, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, Nono, de pourquoi on trouve autant de galets dans nos sols ici, dans la région? Alors, la montagne noire qui est derrière chez nous, là, qui aujourd'hui ressemble plutôt à une grosse colline qu'à une montagne, elle est extrêmement vieille. Elle remonte, alors j'ai plus la date exacte des millions d'années, mais il faut imaginer qu'aujourd'hui, elle fait 1100 mètres. Voilà, on la voit derrière moi, là-haut. On voit bien cet effet de colline. Il faut imaginer que le point haut de la montagne noire, c'est 1150 mètres, le pic de Nord. Et à l'époque, elle faisait 4000 mètres de haut. Elle était aussi haut que les Pyrénées. Donc, tu es en train de me dire que quand elle s'est érodée, je ne sais pas si on dit érodée? Alors, il y a tout eu un procès, ben si, parce qu'elle a perdu 3/4 de sa hauteur qui se sont étalés dans les plaines. Et vu que je suis au pied de la montagne noire, voilà, c'est le pour ça que... piémont de la montagne où est Brian, qui est sur les contreforts, le piémont, donc les petites collines en bas de la montagne, avec l'érosion et tout ça, et le temps, il y a eu un bassin, on l'a vu dans le Lauragais, on en a parlé aussi, c'était des anciennes mers et des anciens bassins où toute l'érosion de la montagne s'est concentrée dedans. Donc chez Brian, on a du quartz presque pur, on le voit bien, il sonne, il fait des étincelles. Donc on a une super matière avec une grosse densité qui va nous permettre de remplir le colombage de la maison. Donc on va utiliser une technique qui est le torchis pour certains murs qui sont moins exposés aux intempéries et pour les murs dont le pignon ouest-nord-ouest qu'on va doubler avec des galets.
Donc on va créer le colombage et on va remplir l'intérieur du colombage avec un mélange de galets et de la terre d'ici avec un additionnement un peu de chaux. On monte la terre? On en profite aussi pour qu'ils voient. Donc on est là sur les matières, donc on a déjà une masse très intéressante, on a de la fibre végétale où il y en a partout autour, vous avez bien vu. Et l'intérêt de la terre à Bryan, c'est sa densité en argile. Donc on revoit, selon sur les zones du terrain, on se retrouve avec une argile de bonne qualité. Comment on reconnaît une argile de bonne qualité? Alors encore une fois, simple, l'argile, on l'a vu la dernière fois quand j'ai fait la boule avec l'argile rouge. Oui. Celle-là, alors ici, la partie qu'on a, elle est un peu plus avec de la matière organique dedans. Par contre, en bas du terrain qu'on a vu tout à l'heure, elle est encore plus pure. Donc, encore une fois, pour savoir l'argile, sa densité, eh bien, créer une boule avec. Voilà, donc en fait, cette argile, elle est intéressante parce qu'elle a une bonne quantité d'argile. Elle n'est pas coupée avec trop de matière organique. Et encore une fois, vous avez vu, on a la charge fine et la coloration qu'on avait vue pour les badigeons à fresco. Donc cette terre est aussi très intéressante pour prélever la couleur. Nono, c'est magistral. On en profite, on montre derrière, parce que les gens ils vont se dire mais ça tape. On en profite pour expliquer à quoi ça va servir ça? Alors, on voit une équipe en train de piler la brique. Donc j'ai amené dans le camion des déchets de la toiture, de la dernière toiture que j'ai faite. Ouais. Et tout ça, c'est pas des déchets, c'est du déchet, c'est ce qui nous reste de la dernière toiture. Donc aujourd'hui, où on le met à la déchetterie, où on le stabilise des routes, où on fait ça, où on le rentre directement dans la composition des mélanges. Toi, tu t'en servais pour aplanir les copeaux. Alors, on stabilisait les terrains, mélangés aux autres gravats, ça nous a permis de stabiliser les terrains. Ce que je veux vous dire, c'est que la technique du tuileau, ça vient depuis Salomon. Ils ont compris, les anciens avaient compris qu'en mélangeant la chaux aérienne avec la brique pilée, ils permettaient à une chaux qui était aérienne de devenir hydraulique. Donc, pendant des décennies, pendant des siècles même, les gens ont prélevé, ont gardé, donc c'est le premier recyclage de l'histoire. Donc les déchets étaient rebroyés comme on voit derrière, pour obtenir une poudre à différentes granulométries, et il était incorporé dans tous les citernes, tous les enduits qui étaient en contact de l'eau, et tous les sols. Là, tu tamises, merci Ivan, juste pour filmer. Donc tu te sers d'un tamis pour pouvoir obtenir ça. Alors là, mon fils Ivanoé. Est-ce que je le filme? Est-ce qu'il veut être... Moi, mon fils Jean. Merci Ivan. Donc Ivanoé, mon fils, est en train de piler la brique et on a utilisé un tamis, remontre-moi. Donc on va encore une fois calibrer notre mélange. Ivan, ouais, vas-y, montre-nous. Donc j'ai amené un tamis à 0,4. 0,4, comme le sable qu'on achète aujourd'hui un peu partout, il est calibré, on parle en millimètres, 0,4 mm, qui me permet de calibrer pour faire des enduits plus fins. Donc ça, je vous montre, on a parlé de la pouzzolane, on a parlé de la pierre ponce, ouais. Il reste cette option, qui est la brique pilée. Ça veut dire que la brique pilée a la même propriété que l'agent pouzzolanique. Sauf qu'il y en a un, il n'a pas été prélevé dans la nature, il est recyclé. Et oui. Donc, au lieu de prélever des ressources qui sont limitées et tout ça, on peut se permettre, on est en train de vous montrer qu'on peut très bien avoir un agent pouzzolanique à base de déchets. Tu me disais quand même, c'est assez fastidieux, là c'était pour montrer, il y a des concasseurs, des machines qui peuvent faire justement, ça. On en parlait là, de plus en plus, les matières sont recyclées et donc on est en train de s'équiper, il y a plusieurs mondes pour retransformer tous nos déchets de toiture et tout ça en agents pouzzolaniques qui vont nous servir aux dalles, qui vont remplacer le sable encore une fois. Et en le mélangeant à la chaux aérienne, obtenir une réaction chimique de carbonatation et en plus ça permet d'hydrolyser les mélanges. Donc à l'origine, la chaux hydraulique avait demandé plus de cuisson que la chaux aérienne et donc il n'avait pas d'agent hydraulique.
Donc dans l'histoire, ils ont compris qu'en mélangeant la brique pilée et la chaux, ils obtenaient une réaction chimique qui rendait hermétique à l'eau. On va expliquer pourquoi, on monte le soubassement Voilà, un petit peu. donc, aujourd'hui, on est en train de préparer l'enduit pour remplacer le delta MS qu'on a à côté. Quand tu as vu ça, tu m'as dit, mais en fait, on n'en a pas besoin du delta MS. Donc Voilà. j'aurais pu économiser là-dessus. Et donc, pour ce soubassement, tu m'as déjà dit que c'était trop profond, parce que pour que les gens aient une notion, tu me disais c'est un peu trop profond. Non, c'est pas spécialement trop profond, c'est juste que là, on va mettre un enduit hydraulique à base de briques pilées qui va permettre réellement d'hermétiser, de rendre hermétique à l'eau pour qu'il n'y ait plus d'infiltration, surtout des remontées capillaires de l'eau dans la partie habitation. Génial. Et donc là, il faudra de la chaux. C'est le seul truc, bon, il y a aussi beaucoup d'huile de coude, mais la chaux, nous, c'est un des rares trucs qu'on ne sait pas faire. C'est en Dordogne, si je dis pas de bêtises. Alors on sait faire, mais c'est pas facile, quoi. J'ai visité le week-end dernier une usine à chaux dans la Montagne Noire. Ah, il y en a. Une ancienne usine à chaux, où il y a encore l'ancien four et tout. Ouais. Donc, en tout cas, au début du siècle ou siècle dernier, il y avait des fours à chaux partout en France. Dès qu'il y avait une roche calcaire qui était pure, ils s'en servaient. Par exemple, là, on est juste à côté de Castres, et il y a un gros plateau calcaire à Castres. Et depuis longtemps, il y avait la chaux d'Augmontel. Ah oui. Voilà, et le monsieur, on l'a rencontré, était pionnier il y a 20 ans. Il nous a fourni beaucoup de matière pour les essais et tout le reste. Donc je cite l'ancien d'Augmontel, qui était un grand monsieur, qui lui a encore un four à chaux dans la montagne. C'est un jeune qui a repris. Génial. Ah, là, alors, aujourd'hui, ils font moins de chaux éteintes. Ils font plus que de la chaux en pâte. Donc c'est quoi la chaux en pâte? Ça veut dire on fait chauffer la roche et après on la met dans des bidons et on met de l'eau. Et là on appelle ça la chaux vive qu'on va éteindre. Et sauf qu'après on ne la sèche pas, on la garde en pâte. Donc il y a une étape en moins qui est utilisée, le séchage. Donc au niveau énergétique, on se retrouve avec une chaux en pâte. Et on peut la garder longtemps. Alors la chaux en pâte, on peut la garder des dizaines d'années. Parce qu'elle est aérienne, donc du moment qu'on ne le met pas au contact de l'air, l'activation ne se fait pas. Et la chaux en pâte, on l'utilise pour les tas de lacs, pour tous les enduits fins, les stucs, les marmorinos, les chaux plâtres, parce qu'en fait, elle est en pâte. Pour tout ce qui est très fin, on l'utilise plus la chaux en pâte que la chaux en poudre comme on voit aujourd'hui, qui a été resséchée et rebroyée. Nono, c'est magistral, mais ça va donner de l'espoir pour les gens qui ont des faibles revenus. Alors encore une fois, l'idée, ce qu'on voudrait montrer chez Brian, c'est que vu l'air du temps et vu la conjoncture actuelle, de revenir à des techniques ancestrales permettrait peut-être à des personnes qui ont des très petits moyens de pouvoir au moins améliorer leur habitat, continuer à améliorer et vivre dans un environnement sain avec des matériaux qui, eux, sont totalement naturels. Parce que là, dans le cadre où on est, le bois, il est là, le genêt, il est là, la terre, elle est là, les pierres, elle est là. On va amener quoi? On va amener un peu de chaux. Qu'on aurait pu avoir en très si local. Si on voulait pousser le vis, on aurait fait un trou et on aurait brûlé le chêne qu'on a vu, les branchages, et on aurait fait un four à chaux. Et on aurait pu faire de la chaux aérienne avec la roche calcaire qu'on aurait prélevée à 10 km d'ici, et on aurait pu fabriquer de la chaux comme les anciens le faisaient. Bon, là c'est extrême, c'est si vraiment il n'y a plus le choix. Jusque-là on va... Je pense qu'aujourd'hui on a encore accès aux matières et tout, mais si demain, j'espère pas que ça arrivera et que tout ça devient extrême, sûrement qu'on se remettra à fabriquer de la chaux. Écoute, ça pourrait être pas mal de le montrer, le four et... Alors ça, peut-être prendre contact avec Augmontel et aller faire un petit coucou là-bas. Je note, ça peut être très très bon. Bon Nono, c'est bien, maintenant on a présenté ça et nous on va s'affairer parce que j'ai envie de mettre la main à la pâte. Donc on va partir avec Olive qui aussi est venue tailler les arbres. Merci et on Olive. va venir prélever les chênes qu'on aura besoin pour le colombage. Bon Nono, tu voulais nous montrer quelque chose par rapport à ce qu'on va mettre en place. Où est-ce qu'on est et qu'est-ce que tu vas nous montrer? On est à Saint-Félix de Lauragais, en plein cœur du Lauragais,
dans un petit village cathare, avec une implantation des bâtisses à peu près à 1000 ans. 1000 ans, tout ça. Donc on est sur la place du village, avec les petites halles typiques qu'on a dans le Lauragais, avec le marché qui est là. Ouais. Et tout autour, on voit des façades à base de colombage. Donc on était venu chez Brian, on est en train de préparer un colombage avec les bois, on est en train de faire toute la démarche pour pouvoir faire un colombage chez Brian. Voilà, donc on va se tourner un petit peu et on va voir ici la technique qui a été utilisée depuis le Moyen-Âge et qu'on est en train de ressusciter entre guillemets chez Brian, la technique de colombage. Donc on voit bien les lises basses, les montants, et quand on voit les petits chevrons qu'on voit là-haut, à chaque fois c'est un solivage. Donc dans ce cas-là, les anciens avaient choisi de remplir avec de la brique. Là, donc on peut vraiment observer, ils se sont amusés à remettre des briquettes, des tomates, tout ça, on les voit toutes avec des petits bouts. Donc c'était un système de recyclage très efficace. Donc on travaillait avec des petits bois ronds qui ont été équarris une face, deux faces. Et ce qu'on voit, les traces qu'on a dessus, ont été rajoutées après. Les petits pics là, je vais zoomer pour que les gens puissent voir. Les petits pics sur le bois, tu m'avais expliqué à quoi ça servait? Alors, ils ont piqué à l'herminette pour venir accrocher les enduits. Parce qu'il y a une époque où ils ont commencé à enduire les colombages. Ils ne voulaient plus les voir, l'époque avait changé. Donc là, cette époque, c'est le Moyen-Âge, le colombage. Ah, il y a eu plein d'époques et les gens ont fait des erreurs parce que c'était une erreur de venir enduire les colombages. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, la façade a été repiquée et ils ont redégagé les bois. À part physiquement, une erreur, ça a abîmé le bois. C'est quoi le... En fait, le problème, mon grand-père qui était architecte, il m'a toujours dit, écoute, Nono, le bois, tu peux le mettre dans la maçonnerie, mais il doit être maçonné que 3 faces. Il y a toujours une face qui doit rester hors maçonnerie pour pouvoir respirer. Et donc, à une époque, ils ont voulu effacer ces colombages anciens et ils ont rajouté des enduits à la chaux, des plâtres sur les colombages, qui a fait beaucoup de dégâts. C'est bon à savoir, hein, s'il y en a qui sont dans la... Donc les gens qui ont des maisons en colombage dans des régions où les colombages ont été enduits, et souvent avec du ciment ou de la chaux hydraulique ou autre, c'est une catastrophe. Il faut piquer. Voilà, il faut piquer pour permettre au moins une face du bois puisse respirer. Et dis-moi, j'ai une petite question. À l'époque, ils avaient des clous il y a 1000 ans. Comment ils faisaient pour... Alors là, il n'y a pas besoin de clous. La technique colombage n'a pas besoin de clous. Pourquoi? Parce qu'on le voit, c'est que des tenons mortaises. Ouais. Donc les bois ont été emboîtés sans clous. Donc on a la lisse basse, la lisse haute, et des deux côtés du montant, il y a un tenon mortaise qui permet l'emboîtement et qui se montait sans clous. Est-ce que tu peux nous parler du bois de fer? Tu m'en avais parlé vite. Alors le bois de fer, c'est l'acacia, on appelle le bois de fer. Mais l'acacia forobinier ou le vrai? Voilà, le robinier qui ne vient pas d'Europe, mais qui a été depuis déjà longtemps utilisé parce que c'est un bois extrêmement dur. Et donc en général, les charpentes ou les colombages avaient des chevilles ou en acacia, ou en chêne, ou en châtaignier. D'accord, bah écoute, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a une autre bâtisse que tu voudrais nous montrer? Alors, on va pouvoir montrer un autre exemple à côté, où les colombages ont été réenduits entre les trucs. Donc ça, on retrouve les enduits Parex, des enduits chimiques qui sont apparus il y a quelques années, ou il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Ça, c'est pas un enduit traditionnel à la chaux. On va plutôt regarder la bâtisse qui est de l'autre côté, ici. Vas-y, je te suis, Nono. On se promène dans la ville. C'est magnifique, hein, Saint-Félix. Voilà, Saint-Félix, qui est vraiment une vieille implantation. On retrouve vraiment des maisons qui sont extrêmement vieilles et qui durent. Parce que la technique colombage, comme vous voyez là, elle a peut-être 400 ans. Et les bâtisses, elles ont on voit bien qu'elles sont toujours debout et qu'elles ont continué. Alors le colombage, qui est intéressant aussi, sur des zones argileuses où le sol bouge beaucoup, il permet réellement d'être antisismique. Donc ils peuvent bouger avec la structure du sol sans se déstructurer totalement. C'est la magie du bois et de la maçonnerie. Et de la chaux aussi, tu me disais que la chaux... Bien sûr, là aujourd'hui, tous les colombages sont bâtis à la chaux, avec de la chaux maigre. Donc des mélanges où il y a beaucoup de terre. Donc l'exemple qu'on voit ici, on a un mix entre la pierre du pays et des bouts de tuiles et des bouts de briques. Pierre du pays et bout de briques. Voilà, la pierre qui était récupérée dans les champs
Et ici, la pierre de Saint-Félix, qu'on appelle dans le bassin de Saint-Félix, c'est une pierre, une mélasse. C'est vraiment une pierre qui n'est pas vraiment de la pierre. C'est des pierres très tendres qui demandent à être protégées des intempéries par des enduits. Parce que c'est un peu, elle s'effrite. Sinon, elle se dégrade très très vite et il y a une grosse érosion qui se fait dessus. D'accord, donc il y a un suivi à faire sur ce genre de... L'intérêt de ce genre de maison, c'est bien qu'elle soit enduite pour pouvoir les protéger. Et ce que vous voyez là, ça s'appelle un encorbellement. Encorbellement. Donc en fait, à l'époque du Moyen-Âge, ils ont fait dépasser le solivage pour pouvoir laisser l'accès des charrettes. Et C'est pour ça que c'est arrondi, tu me disais aussi. Voilà, donc en fait, ces poutres permettent d'avoir décalé la façade et elle est bâtie en colombage dessus. Et l'encorbellement montrait aussi la richesse du propriétaire. C'est-à-dire ? Donc plus l'encorbellement était grand et mis en avant, c'était une manière de montrer le statut social de la personne qui habitait dedans. Quand tu dis grande, c'est encore plus avancé, tu veux dire ? Voilà, par exemple, celle-là, c'est une bâtisse qui est beaucoup. Là-bas, on voit bien que sur la petite maison qui est là-bas, on n'a pas l'encorbellement. Ah oui, il y en a un minuscule là. Voilà, alors regarde, on va d'abord regarder celui-là, qui est encore très intéressant. Et très joli. Celui-là ? Donc on voit que ça a été bâti entièrement à la pierre ici. Et tu me dis que c'est dans cet esprit que tu veux enduire l'archipel. Alors l'idée à l'archipel, on ne va pas faire un colombage porteur qui est dans la même situation qu'ici. On va habiller les murs de la maison de Brian. On va créer un doublage, un colombage en doublage. Donc ça permet en fait qu'on va créer une masse d'une douzaine ou une quinzaine de centimètres pour pouvoir isoler le moellon des intempéries. Le moellon, c'est l'espèce de ciment, les ciments. Et on voit bien ici plein de façades qui ont été faites à la chaux, voilà, avec des couleurs dans l'esprit moyenâgeux. On continue à descendre la rue et là on est face à encore un colombage très ancien, on le voit bien, et qui est bâti vraiment avec des tout petits bouts de tomates. Bon, il est très abîmé et je sais pourquoi il est abîmé, parce qu'il a été enduit à une époque, comme on voit à côté. C'est la même maison. Et là, le problème que j'expliquais, qui est vraiment un problème d'une époque, où ils ont fait des enduits à la chaux hydraulique sur les colombages. Sauf que c'est en train de dégrader énormément. Voilà, donc tu peux... La petite ambiance. Alors, il y a une époque, et c'est rigolo, parce qu'ils ont enduit et ils ont redessiné les colombages dessus. Ce qui est totalement absurde. Voilà. Donc là, de l'autre côté, on a encore une petite maison toute mignonne, où on voit bien que la technique était utilisée dans plein de façons différentes. On voit les dessins des colombages sont souvent différents. Donc le principe du colombage, c'est aussi la croix de Saint-André. On voit régulièrement des croix qui permettent de contreventer, pour pas que les bâtisses bougent. C'est ça la croix de Saint-André. Voilà, on en a deux belles là, ici, qui se recoupent. Si vous vous rappelez, au premier reportage, on est allé chez François, où c'était une maison contemporaine, et on avait fait des colombages moins chargés, parce qu'ils ne sont pas porteurs. D'accord, donc on peut plus s'espacer. Voilà, on peut dessiner chez Brian avec les bois qu'il a et tout le reste, pour vraiment avoir quelque chose entre l'ancien et le contemporain. Par contre, on va utiliser la technique de remplissage du colombage avec, encore une fois, ce qu'on aura chez Brian. Bon, non, on est sur ta dernière réalisation. Voilà, donc ça c'est le chantier qu'on a en cours, qui est derrière nous. Donc on vient de terminer la façade, on voit le camion avec l'échafaudage prêt à charger. Donc c'est un enduit de finition pour les façades extérieures, un enduit gratté. C'est-à-dire ? Donc ça veut dire on fait notre enduit, on le taloche et tout, et après on vient réouvrir le support pour permettre que l'enduit respire le maximum. Donc sur toutes les bâtisses du Lauragais, toutes les bâtisses anciennes, tout ça, tout ce qui est bâti ancien, on fait des enduits de façade qui ne sont pas imperméables. Ça veut dire qu'on voudrait qu'ici, ils résistent aux intempéries. Par contre, on a réouvert, on a cassé le calcin qu'on appelle pour réouvrir, pour que ça respire au maximum. Ça aère. Donc je reviens sur la chaux. Première couche, le gobti, on était sur 2 tiers hydraulique, 1 tiers aérienne. Le corps d'enduit qu'on ne voit plus, qui est dessous, il est 50-50. Et la finition, on est à 2 tiers d'aérienne pour 1 tiers d'hydraulique. Et tu as aussi fait le toit. On a fait le toit, et en fait, pourquoi on a enduit la façade? Parce qu'on a rehaussé le toit, on a fait un starking, comme ça s'appelle, une isolation par le dessus,
Mais vu qu'on est sur un site classé, on a refait la saillie ancienne, on a remonté la saillie et on a réenduit. Aujourd'hui, on ne voit plus du tout la réhausse de toiture. Tu parlais tout à l'heure des architectes des bâtiments de France. Alors, ils imposent des règles. Voilà, tout ça, tout ce qu'on voit là, la tuile rouge, a été imposée par les bâtiments de France, et la couleur, et la technique de tableaux. Les tableaux aussi, on devait avoir un bicouleur sur les tableaux. Là, ce qu'on voit, le jaune, il est naturel. C'est le sable qu'on a vu dans le dernier reportage que j'ai montré, qui est notre base couleur, extrêmement lumineux. Donc c'est un sable qui a une couleur naturelle. Donc derrière nous, il n'y a pas de pigment. On n'est que sur la couleur du sable. Mais si tout le monde a pu voir, quand on vient lisser la chaux, le calcin fait quelque chose qui est très crème. Et nous, voilà, allez bien, on descend. Donc pour tous les anciens bâtiments du Lauragais qui sont des bâtis pierre, briques et tout le reste, on fait vraiment des enduits. Donc on voit bien que l'enduit a été gratté pour réouvrir le support. Voilà. Et sur les encadrements, ici c'est un badigeon qu'on a fait, qui nous permet d'avoir cette couleur. Le gris et le jaune, c'est très intéressant. Et si vous pouvez voir là-haut, la petite signature de la confrérie. Voilà, en général, on laisse des soleils un peu partout, là où on travaille. Alors dis-nous pourquoi le soleil? Tu réillumines le... Bon, le soleil représente assez bien l'équipe de la confrérie et en fait, elle nous représente bien. C'est un beau symbole qui nous représente bien. Voilà. Puis surtout ici, on est pays de soleil aussi. Voilà, et pour les connaisseurs, dans tous les petits villages du coin et un peu partout, ils retrouvent des soleils de la confrérie qui disent qu'on était passé par là. Et que donc il y a beaucoup de naturel et peu de chimique dans les bâtisses, enfin, voilà. Autour. C'est surtout des techniques, vraiment les techniques anciennes qu'on utilise pour les bâtiments de France. Voilà, là on peut regarder, on est en train de reprendre le petit muret dans le même esprit. Donc on est venu poser des tomates anciennes, pas anciennes mais elles sont neuves, mais faites de la même technique. Donc c'est des tomates qui ont été faites sur un lit de sable, on peut peut-être le voir en dessous, elles ont été, voilà, très difficiles. On voit bien que c'est hyper granuleux dessous parce qu'elles ont été posées sur un lit de sable. Et elles sont façonnées à la main. Il n'y en a aucune qui est la même. Chaque tomate est différente. Donc vous pouvez voir en dessous, là, notre gobetis d'accroche qui a été claqué sur le mur. Là, c'est la première couche, le gobetis, un peu plus gras. En général, un gobetis, il est plutôt à 2,5 pour 1. C'est-à-dire 2,5 de sable pour un chaux. Okay. Voilà, donc on voit là, il ne nous reste plus qu'à faire les joints et faire la finition. Mais là, on est vraiment sur des enduits très lumineux, qui a une vraie chaleur. Voilà, on est dans le sud de la France. Voilà, là, donc là, elle est en train d'enlever ses derniers retraits d'humidité. Elle a besoin de carbonater encore. On dit carbonater. Carbonater, c'est finir sa carbonatation, donc sa calcification. Je t'en ai parlé dans la première, je crois. Bon, c'est le principe de la chaux, mais ça, voilà, dès qu'on mélange du chaud. Et ici, on a deux sables jaunes du Bagnols sur 16 pour un gris de Bram. Oui, vu que tu l'as montré, on va renvoyer les voilà, donc on a joué avec deux sables, on a vraiment ce sable terreux qui nous amène cette couleur jaune lumineuse. Voilà, donc très lumineux et tout ça, avec un fond de sable du bassin de chez nous à Bram, qui est un peu 50 km d'ici. Et donc on a gratté tout l'enduit et on récupère donc le levain. Je voulais vous remontrer qu'aujourd'hui, tout ce qui a été gratté en plus, on le récupère et il va nous servir de levain pour les prochaines façades. Voilà, par souci de recyclage, on continue à prélever et en plus, la prochaine façade aura un peu de la couleur de celle-là, donc c'est un peu quelque chose où on rajoute en permanence pour avoir des couleurs naturelles. Donc là, je répète, il n'y a aucun pigment. Il n'y a pas de pigment, pas de coloration, c'est que les sables qui font la coloration. Et ça risque de changer dans le temps ou ça reste... Non, ce qu'on voit là aujourd'hui, là-haut, c'est quasiment fixe. Mais c'est des couleurs qui vont rester comme elle est. Encore une fois, parce qu'on n'a pas rajouté de pigment dedans, qui fait que la chaux ne peut pas manger le sable. Elle peut manger la couleur, mais elle ne peut pas modifier la couleur d'un sable. Bon Nono, on a réuni
les arbres. On est quelques jours après, on a eu 15 jours, ça a soufflé. Est-ce que tu peux nous expliquer là ce qu'on va mettre en place? Alors, pour un petit retour, voilà les troncs d'arbres qu'on a coupés la dernière fois, les mattes de chêne qu'on a prélevées dans la forêt chez Brian sur son terrain. Et aujourd'hui, on va les apprêter. Donc ça veut dire on va leur enlever l'écorce et leur permettre de revenir à peu près sur le bois. Donc on va enlever tout ce qui est écorce et aubier pour revenir à une densité. Pourquoi on fait ça, Nono? Alors parce que toute cette partie, bien sûr, c'est là où les animaux viennent dedans. Et tous les champignons qu'on a qui vivent sur le tronc et tout le reste vont amener que si on n'enlève pas l'aubier, en tout cas pour faire... Nous on voudrait faire des colombages avec. Donc on va enlever l'aubier pour qu'il adhère bien avec le mortier qu'on va mettre dedans, avec le torchis. Ça sèche déjà au soleil, là, on sent. Voilà, donc on voit qu'on est passé avec Brian et on a prélevé, on a commencé à enlever l'écorce. Ouais. Voilà, donc on est venu avec une plane. Je vous présente la plane, les outils anciens qu'on a ressortis, les outils de nos grands-pères, que tout le monde a vus sur les vides-greniers ou autres. Voilà, ça s'appelle une plane. Faut tous les combien, toi, Alors l'affûtage, il doit être fait régulièrement, en sachant que du moment qu'on ne la laisse pas tomber ou qu'il n'y ait pas de fer, des anciens clous ou d'autres, la lame, elle peut vraiment rester un moment. D'accord. Donc, on va apprêter le tronc et on va lui enlever son écorce. Bon, je vais pas faire semblant de découvrir parce que ouais, on l'a fait juste avant et j'étais étonné. Voilà. Comparé à l'enduit, c'était, je trouve, plus accessible parce que ça me paraissait facile. Alors franchement, la plane, elle est accessible à tout le monde. On peut faire ça en famille, avec les enfants. C'est un petit moment ludique et sympa. Par contre, l'intérêt, c'est que c'est bien de planer quand le bois est frais. Ça veut dire quand il y a encore un peu d'humidité dans l'écorce, parce que si maintenant on essaie de planer des bois qui sont secs, c'est extrêmement difficile. Donc là, si vous voyez, je suis en train de rentrer sous l'écorce. Des petits à-coups, j'ai un peu. Voilà, des petits à-coups, et j'arrive au niveau, sous l'aubier, au contact du bois qui est dur dessous. Donc une fois que je suis en contact, je peux venir tirer mon écorce. Déshabille. Voilà, en fait je l'apprête. Tu l'apprêtes. Je lui fais un soin. Donc là, vous voyez, on arrive à tirer des grands copeaux de bois et je commence à vraiment déshabiller le tronc avec ma plane. Et si on regarde bien, à partir d'un moment, on le ressent avec l'outil, je suis sur le bois de bonne densité. J'ai une question qui est arrivée, Nono, par rapport à quand ils ont vu le bois et qu'on a dit qu'après on allait aller chez le scieur. Il me disait, mais c'est pas un peu trop frais pour aller chez le scieur? Alors justement, les bois, là, il y a deux techniques. Ou on travaille avec des bois très très secs, qu'on a fait sécher au préalable longtemps. Il y a deux écoles en charpente. Et où on travaille avec les bois frais, et on va les verrouiller, les trucs, et ils vont sécher en place. Comme ça, on verrouille leur déformation. Donc les deux techniques, il y en a une qui demande beaucoup de temps et d'avoir au préalable coupé du bois, séché et tout ça. Donc on travaille avec du bois sec. Bon, en général, c'est souvent les menuisiers qui travaillent avec du bois sec pour faire des meubles, des escaliers et autre chose, parce que le bois n'a plus besoin de bouger. Nous, en charpente, par exemple, on travaille avec les bois frais, qui sont beaucoup plus faciles à travailler, et on les verrouille, on les bloque, et ils sèchent en place, on appelle. Ça, on nous montrera, Voilà, donc là, on a nos bois, on est en train d'enlever l'écorce, et la prochaine étape, on va les charger dans le camion, et on va aller voir un petit scieur local qui est juste à côté d'ici, et on va lui demander qu'il nous façonne 2 plats. Donc on va orienter les bois, les tourner pour avoir 2 plats qui vont nous permettre d'avoir l'épaisseur du colombage qu'on voudrait avoir. Pourquoi que 2 et pas 4 par exemple? Alors, on n'a pas besoin de plus que 2. C'est une économie parce qu'en fait, limite, on pourrait en garder qu'une. C'est la face qui est visible. Parce que là, le colombage, ça va être un colombage de doublage pour doubler la maison à Brian. Donc en fait, les murs en moellon qui là sont pas suffisamment isolés et tout le reste. Donc l'idée, c'était de créer un colombage en doublage sur ces murs extérieurs et de remplir avec de la terre, des torchis qu'on mettra là, des cailloux et d'autres. En fait, c'est des techniques qui sont des techniques très anciennes, qui viennent du Moyen-Âge, qui viennent des techniques des gens qui n'avaient pas d'argent.
Donc les petits gens du peuple, je l'ai déjà dit souvent, les beaux bois, comme on voit derrière, les grands chênes et tout, servaient à la marine et servaient aux bâtiments royaux ou aux églises. Ça, on l'avait dit, Voilà, ce sera dans ça, la je même l'avais heure, on le déjà redit, dit. non mais Et c'est bien. le peuple n'avait que des petits bois. Donc on est vraiment sur un bois que la plupart des gens auraient mis au chauffage. Ouais. Et là, en réalité, on a quand même gardé, il y a une partie qui va servir au chauffage et l'autre partie, ça va être du bois d'œuvre. Donc on va le mettre en œuvre. Et le broyat pour rendre à la terre. Voilà, et toutes les branches ont été broyées. Donc aujourd'hui, sur les arbres qu'on avait là, on a gardé les troncs pour faire du bois d'œuvre, pour le mettre en œuvre. Les branches intermédiaires vont servir à Brian pour chauffer sa petite maison. Tu seras déjà bien isolé voilà. en plus. Et on a rendu à la nature tout ce qui était branchage. Donc Brian, il a broyé toutes les branches et il les a réétalées sur son terrain pour redonner une partie d'humus. Donc en fait, on a trois parties. La partie pour le bâtiment, donc on valorise. La plupart des gens, c'est du bois qu'ils auraient mis au chauffage. Vu la taille, ouais. Voilà, mais en réalité, c'est les bois adéquats pour faire du colombage, comme on voit en Alsace, comme on voit dans beaucoup de régions de France. On voit cette technique qui est aujourd'hui une technique qui n'a pas été oubliée, mais qui n'est plus pratiquée. Ouais, non, Et qui est une technique très intéressante parce que ça ne demande pas ni d'industrialisation. On pourrait très bien faire le plat à la hache. Toi, Nono, t'aimerais bien que tes clients, parce que tu as des clients qui doivent te demander pas mal aussi un petit peu d'industriel, t'aimerais bien que tout le monde te dise, bon, bah, même si ça prend un peu de temps, je veux partir sur ces techniques. C'est quelque chose qui... Alors par exemple, mon ami forestier et tout ça, pour le moment, il est en train de préparer une grande quantité de bois de colombage. Donc c'est des bois, il est forestier, il vendait du bois de chauffage. Et au fur et à mesure de sortir des beaux troncs de la forêt qui devaient être transformés en bois de chauffage, il s'est dit non, ça c'est pas possible. Donc il a sélectionné ces bois, tous les bois de la forêt qui étaient considérés pour du chauffage. Il en a prélevé une partie pour pouvoir le transformer en bois de colombage. Donc l'intérêt de cette technique, c'est de garder le maximum du bois. La différence entre un bois rond et un bois scié, comme aujourd'hui on achète des bois sciés, mais quand on donne un coup de scie dans la fibre, on fait que la fibre s'ouvre. Et oui. Et le fait de garder le bois rond dans son intégrité fait qu'il est beaucoup plus solide. Je m'en suis aperçu quand on a commencé à faire ce geste, qu'en allant dans ce sens-là, c'est comme dans du beurre. Là où quand on essaye de couper comme ça, c'est plus complexe. Alors, parce que la densité du bois, la fibre du bois, c'est ce qui fait sa résistance. Et c'est pour ça que la plupart des colombages sont faits en chêne, parce que le chêne, c'est un bois qui s'utilise dans la verticale. Parce que sa fibre et sa structure interne fait que c'est un bois qui est vraiment résistant en bois de boue. Voilà. Donc on peut regarder à la base du tronc. Ici, on a la partie cœur, qui est déjà du bois inerte. C'est très dur, il n'y a plus ça. de vie qui circule dedans. On voit la deuxième partie qui est en train de se transformer peu à peu. C'est l'aubier, ça? Non. L'aubier, c'est la partie qu'on était juste là. L'aubier, c'est où circulent les canaux de sève. Donc cette partie, c'est là où circule. Là, et à partir de là, on a gardé toute la partie du bois qui, elle, a une densité suffisante. Est-ce qu'on peut... Le duramen, t'as déjà entendu ça? Oui, c'est ça. C'est la partie, le duramen, c'est cette partie au centre. Ce que nous disait Stéphane avait fait un truc là-dessus pour nous expliquer. C'est génial. L'intérêt de cette technique, c'est qu'on peut se permettre de travailler avec des bois tout petits. Donc au lieu de scier des arbres qu'on s'entend, de les retailler, en sachant qu'un bois, il pousse conique. Donc si on lui donne, voilà, on voit bien la conicité du bois. Et qui fait que si maintenant on scie dedans, on affaiblit la résistance du bois. Voilà. Donc là, on va regarder la technique de plane. Franchement, elle est très très simple. Ça demande juste de l'huile de coude. Je vais rassurer les gens, même moi j'ai réussi à le faire. Voilà. Donc on voit bien, là je me positionne sous l'aubier et j'arrive au contact du bois qui a une autre densité, qui voit bien, on voit bien la couleur. Là je suis en contact à du bois qui a une bonne densité suffisante. Et comment tu fais pour les espèces de nœuds? Tu les contournes? Alors les nœuds, il y a une fibre inversée, mais en général on peut partir d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on peut parler de ça, Nono? Alors ce que vous voyez là,
c'est le chancre, c'est la maladie du chancre qu'on a sur le châtaignier et sur les autres, qui en fait, tous ces jeunes arbres qu'on a coupés, ils étaient atteints par le chancre à différents stades. Donc c'est du bois qu'on va voir mourir dans les 10 prochaines années. Donc vaut mieux couper. Donc en fait là, on l'a coupé au bon moment pour le valoriser. Que si Brian avait gardé sa forêt dans l'état, il aurait eu peu à peu les jeunes arbres, les mattes comme celle-là, se péricliter et mourir. Et en plus, l'intérêt de ces arbres, c'est qu'ils ont poussé entre d'autres arbres. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des bois qui sont plus droits, avec pas beaucoup de branches, par rapport à des troncs plus gros, où on voit bien que les branches, là, comme on a en face de nous, eh bien, ils sont plus compliqués. Là, on a vraiment on appelle ça des belles mattes de chêne. Nono, je suis pressé que tu fasses des cours parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent voir, toucher, tester, et ta passion, elle se ressent. Mais écoutez, en tout cas, bientôt. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons mis à peu près 1 heure à la coule, à 2, pour faire 5 arbres. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à Nono. On vous dit à très bientôt sur l'archipel.